بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, on va essayer de s'arrêter quelques minutes sur le célibat et sur les différents types que je catégorise dans le célibat, et on prendra le temps d'échanger, Inch'Allah, de manière à ce que je ne parle pas seul pendant toute l'heure, mais j'essaierai d'être le plus court possible pour pouvoir laisser la place aux échanges. Alors, le célibat, comme vous le savez, est une situation de vie que tout le monde vit à un moment donné, c'est-à-dire que même les gens qui sont mariés ont connu la situation, le statut du célibat. Une évolution, c'est bon? Oui? D'accord. J'ai un retour, je ne sais pas si c'est normal. Ok, ça marche. Ok, ça va comment on fait. Donc c'est une situation de vie ou un statut que tout le monde vit à un moment donné, mais il est intéressant de voir que tout le monde ne le vit pas de la même manière. Et c'est pour cette raison que je dis que je trouve qu'il y a 4 types de célibats différents. Après on pourrait même décortiquer et en trouver plus, mais on va dire 4 types principaux. Le premier type de célibataire va concerner les célibataires qui choisissent d'être célibataires et qui le vivent bien. Tout va bien. Ils font le choix d'être célibataires, ils n'ont pas envie pour le moment de se marier et leur célibat leur va. Ils sont heureux célibataires, ils peuvent se sentir libres célibataires, et les difficultés que d'autres personnes peuvent ressentir ou vivre, ils ne les vivent pas forcément. Ou alors, s'ils en vivent certaines, leur choix et les avantages qu'ils peuvent trouver dans ce choix de liberté sont supérieurs. C'est-à-dire que même s'ils vivent certaines difficultés, c'est supportable pour eux. Donc la première catégorie va concerner donc des personnes qui choisissent et qui le vivent bien. Cette catégorie, pourquoi il faut l'identifier, même si on ne va pas trop s'attarder dessus, parce que ce n'est pas la catégorie qui pose le plus de problème, il est important de s'arrêter quelques secondes dessus, parce que c'est une catégorie qu'on va quand même aller embêter. C'est-à-dire qu'on va aller leur dire pourquoi ils ne sont pas mariés, il faut qu'ils se marient, qu'est-ce que tu attends? On ne comprend pas qu'ils puissent être épanouis seuls, on ne comprend pas qu'ils puissent avoir choisi d'être célibataires, on ne comprend pas pourquoi ils ne veulent pas parler du mariage. Alors cette catégorie de personnes, il faut réellement la laisser tranquille. C'est-à-dire les laisser tranquilles, ils ont fait leur choix, ils le vivent bien, tout va bien pour eux. Le moment où ça n'ira pas forcément bien pour eux, ils viendront vous voir ou ils chercheront des solutions. Mais en attendant, il est important de les laisser tranquilles parce que sinon, vous risquez, au-delà du fait de les embêter et de les agacer, d'atteindre l'effet inverse de ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que vous allez tellement les étouffer que ces personnes-là vont avoir une image du mariage qui ne sera pas la bonne image, mais ça ne leur donnera encore moins envie. Parce que justement, on va les saouler. Donc cette catégorie, il faut la laisser tranquille. La deuxième catégorie de célibataires va concerner des personnes qui ont envie de se marier, mais n'y arrivent pas, et vont vivre certaines difficultés ou ressentir certaines souffrances par rapport à leur statut, parce qu'ils ont ardemment envie de se marier, ils font même des causes pour se marier, ils cherchent, ils essaient de trouver des solutions, certaines choses où ils ne trouvent pas de réponse, mais ils font des causes de manière globale et ils vont souffrir de leur célibat. C'est-à-dire que ce seront des personnes qui vont se plaindre du fait d'être ou de rester célibataires, et ils vont souvent se plaindre de la situation globale ou du manque d'action de certains. Donc ce seront les personnes qui diront par exemple, qu'ils vivent très mal leur célibat, qu'ils ressentent des difficultés, qu'ils peuvent même souffrir. Il y aura même certaines souffrances dont ils ne parleront pas, notamment des souffrances qui sont liées à la libido ou à l'intimité, et d'autres souffrances qui sont peut-être aussi profondes, qui vont être des formes d'anxiété généralisée qu'ils peuvent avoir, ou de mauvaises images d'eux-mêmes ou de mauvaise estime d'eux-mêmes sur le fait qu'ils n'arrivent pas à se marier. Ils vont mettre la faute sur eux-mêmes en disant qu'ils ne sont pas mariables et que personne ne peut vouloir d'eux, donc ils se sentiront rejetés. Ces mêmes personnes vont mettre en porte-à-faux les différents responsables qui sont autour d'eux. En premier lieu, les parents, en disant que les parents ne font rien pour moi. Ou alors, ils font, mais ils font mal. Vous voyez, ils veulent m'imposer à mon cousin ou ma cousine ou le fils de la copine, alors que moi, je n'ai pas envie. Ils vont aussi mettre en avant le fait qu'il n'y a pas suffisamment de structure, qu'il n'y a pas suffisamment de solutions pour leur permettre de se marier. Donc la deuxième catégorie vont subir le célibat et ressentir des difficultés par rapport à ce célibat-là.
Ce seront des personnes que nous verrons assez régulièrement ou qu'on peut entendre assez régulièrement. La troisième catégorie de célibataires va concerner des personnes qui disent choisir leur célibat, qu'ils prétendent bien vivre leur célibat, alors qu'en réalité et au fond, elles en souffrent. Et quand je dis elles, c'est les personnes, c'est pas elles les femmes. Donc d'accord, ça concerne tout le monde. Donc ces personnes-là vont prétendre bien vivre leur célibat et vont même se dire qu'elles le choisissent et que tout est ok, tout va bien. Mais dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours, elles vont ressentir certaines difficultés qu'elles ne verront pas forcément liées au célibat au premier regard, mais avec une petite introspection ou avec un échange un peu approfondi, se rendre compte que le célibat peut être un peu la cause de leur malheur. Ces personnes-là seront des personnes qui, d'apparence, à qui il ne manque rien. Des personnes qui ont un bon travail, un bon salaire, une bonne situation de vie, qui sont aimées de leur famille, qui sont plaisants ou agréables à voir, qui peuvent attirer le regard autour d'eux, et qui vont dire « moi j'ai pas envie » ou « je ne veux pas me marier », mais qu'en réalité, la solitude du célibat va faire souffrir. Et le discours qu'on va entendre de ces gens-là, ça va être, par exemple, « je ne comprends pas pourquoi au travail, j'ai tout pour être heureux ou heureuse, mais je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas totalement heureux. Je ne comprends pas pourquoi au travail, je me dispute avec des personnes de manière récurrente, et quand je réfléchis, je ne comprends toujours pas pourquoi je me suis disputé. Ou je suis en conflit avec certains proches, certains amis, et je ne sais pas pourquoi. Il me manque quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne sais pas quoi. J'ai tout pour être bien épanoui, mais je ne suis pas bien et je ne suis pas épanoui. Donc ces personnes-là vont représenter la troisième catégorie de célibat. Et la quatrième catégorie de célibat, que j'affectionne un peu plus, parce que c'est un peu particulier d'analyser cette catégorie-là, va être la quatrième catégorie que j'aime appeler les personnes qui ont le syndrome du fou de Layla. Alors, dans la salle, est-ce que certains connaissent le fou de Layla, Majnoun Layla? Alors, ceux qui connaissent le fou de Layla, juste levez la main pour que je vois un peu qu'est-ce que ça représente. Très bien. Est-ce que vous connaissez bien l'histoire du fou de Layla? Oui? Pas trop? Le fou de Layla, pour ceux qui ne connaissent pas, alors que ça soit réel ou pas réel, on s'en fiche un peu. On part du principe que c'est réel. Parce que ce qui nous intéresse, ça va être d'analyser et de comparer par rapport au quatrième type de célibataire. Le fou de Layla était un poète qui s'appelait Qaïs. Et Qaïs était un poète qui était très réputé et qui aimait éperdument sa cousine, qui s'appelait Layla. Il l'aimait tellement qu'il écrivait des poésies sur elle, sur sa beauté, sur l'amour qu'il pouvait avoir pour elle, et il a fait une chose qui ne se faisait pas dans son contexte de vie, une chose qui était interdite. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a déclaré son amour pour Layla alors qu'il n'était pas encore marié avec elle. Et en déclarant l'amour qu'il avait pour Layla, ce qui s'est passé, c'est que la famille de Layla était très remontée, très en colère, parce que c'était déshonorant pour eux. Ils venaient de faire une chose qui était plus honteuse dans le monde dans lequel ils vivaient. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que quand le père de Qaïs a demandé la main de Layla, le père de Layla a refusé. Malgré une énorme dot, malgré que la famille de Qaïs était une bonne famille, parce que c'était la même famille, il a refusé de donner sa main à Qaïs. Pourquoi? Parce qu'il avait fait quelque chose qui était inacceptable. Il avait dévoilé son amour pour Layla. Donc ils ne se sont pas mariés. Jusqu'ici, on reste dans l'historique de ce personnage. Ce qui va nous intéresser vient un peu plus tard. Qaïs a continué à écrire des poèmes sur Layla. Des poèmes très beaux d'ailleurs. Pour ceux qui aiment la poésie, je vous invite à regarder. C'est des très très beaux poèmes. Où il déclare son amour pour elle. Dès qu'il voit une chose, il l'associe à l'amour qu'il a vis-à-vis d'elle. Il voit un chien passer, il pense au chien de Layla et ça y est, il est parti. Bref, il était fou amoureux d'elle. Et il y a deux choses qui se sont passées qui sont intéressantes pour nous. La première, c'est qu'un jour, il est dit que Layla est venue toquer à sa porte. Et en venant toquer à sa porte, il y a l'ami de Qaïs qui lui dit « Layla est à ta porte, que veux-tu faire ?» Il lui dit « Dis-lui de retourner d'où elle vient. » L'ami ne comprend pas, lui dit « Mais tu nous casses la tête jour et nuit sur Layla et maintenant qu'elle vient, tu veux pas la recevoir ?» Il lui dit « Non, je ne veux pas la recevoir, car je crains que Layla m'empêche d'aimer Layla. » Là, c'est encore un peu abstrait pour certains. Je le vois un peu à vos regards. D'autres ont commencé peut-être un peu à comprendre. Plus tard, il faut savoir qu'il ne s'est jamais marié, cet homme.
Et pourquoi on l'appelle le fou de Layla? Un, parce qu'il était fou amoureux d'elle, mais parce qu'il est dit aussi qu'à la fin de sa vie, il est réellement devenu fou. Il a perdu la raison. Un jour, une petite histoire un peu en parallèle, il est raconté qu'il y avait le Muaddin qui avait fait l'appel à la prière, et Qaïs était à côté de la mosquée, mais n'est pas parti prier. Et les gens, certaines personnes, se sont rendus compte de son absence. Puis ils sont partis le voir. Et ils lui ont dit, honte à toi, comment ne viens-tu pas prier à la prière obligatoire alors que on a appelé à cette prière et tout le monde a prié. Et regardez ce que Qaïs leur dit. Il leur dit, par Allah, je n'ai pas entendu l'appel à la prière. Et là, ils lui disent, mais tu racontes n'importe quoi. Ce n'est pas possible de ne pas l'entendre, tu es à côté de la mosquée. Il lui dit, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu un chien passer, et ce chien m'a fait penser au chien que Layla avait chez elle, et j'ai commencé à penser à Layla, et je n'ai rien entendu. Là, on pourrait se dire qu'il exagère un peu. Mais non, pas forcément. Parce que si, je vous donne un exemple, imaginons que je sois au 3e ou 4e étage d'un immeuble, et que vous soyez en bas de cet immeuble, et que je dois vous donner quelque chose en vous le jetant par la fenêtre. Quelque chose de fragile. Et que je vous dise, faites bien attention à la réception. Vous allez être concentré sur moi, sur l'objet qui va être envoyé pour pouvoir le réceptionner de la meilleure des manières. À ce moment-là où vous allez être concentré sur la réception, vous allez tellement être concentré sur moi et sur ce que je vais vous envoyer que vous n'allez plus entendre ce qui se passe autour de vous et vous n'allez plus voir ce qu'il y a autour de vous. Donc le fait de vous focaliser dans un sens fait que les autres sens diminuent, c'est normal. Et ce qu'il dit derrière, c'est qu'il leur répond en leur disant, ce qui est intéressant, c'est que moi je prétends aimer Layla, mais je l'aime réellement. Alors que vous prétendez aimer Dieu, alors que pendant que vous étiez avec lui, vous vous êtes focalisé sur mon absence. Donc là, en même temps, il leur envoie un petit pic pour leur donner une petite leçon de morale. Mais je reviens donc à ce Qaïs, pourquoi son histoire est intéressante et pourquoi je dis que la 4e catégorie fait ou a le syndrome du fou de Layla, c'est quand on reprend toute l'historique de Qaïs, on se rend compte d'une chose. C'est qu'il aimait réellement Layla, mais même s'il voulait peut-être se marier avec elle, il ne voulait pas se marier avec elle. Il a fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire pour pouvoir se marier avec elle. Et il le savait, même inconsciemment, qu'en déclarant son amour pour Layla, il allait saboter son mariage. Donc il a fait une chose qu'il ne fallait surtout pas faire pour pouvoir avoir la main de cette fille-là. Est-ce qu'il l'a fait de manière consciente ou non? Allahu a'lam. Mais ce qu'on analyse, c'est qu'il a saboté son mariage. Mais il n'a pas saboté son mariage et après il est malheureux. Il a saboté son mariage parce que c'est exactement ce qu'il voulait. À la fin de sa vie, dans un de ses poèmes, dans un de ses derniers poèmes, il écrit qu'il était heureux de ne pas avoir épousé Layla, car s'il l'avait épousée, il l'aurait moins aimée. Ce qu'on peut se rendre compte, c'est qu'en réalité, il aimait réellement, mais il aimait le fait d'aimer Layla. Il n'aimait pas la personne pour pouvoir vivre avec elle. Lui, ce qui l'intéressait, parce que c'était un poète, c'était de rester dans le fantasme de cet amour qu'il avait pour elle et qu'il allait maintenir par la distance qu'il pouvait avoir avec elle. Si elle est trop proche, s'il s'était marié, il l'aurait sûrement beaucoup aimé, mais il ne l'aurait pas aimé de la même manière. Et ce qu'il voulait, lui, c'était l'aimer comme il l'a aimé, et le fait de se marier allait être quelque chose qui allait remettre en cause cette volonté ou ce besoin qu'il avait. Donc pourquoi je vous dis tout ça? Parce que cette 4e catégorie de célibataires vont être des personnes qui peuvent dire qu'ils souffrent du célibat, qui peuvent faire énormément de causes pour se marier, mais qui ne se marient pas. Et quand vous analysez les situations qui font qu'ils ne se marient pas, vous allez vous rendre compte qu'il y a parfois des micro-détails qui font qu'ils ont fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire pour pouvoir se marier. Vulgairement, ces personnes diront « j'ai ou on a saboté mon mariage ». Mais quand le schéma se répète plusieurs fois et qu'on aboutit au même résultat à chaque répétition, le facteur commun, c'est pas l'autre. Le facteur commun, c'est pas la belle famille. Le facteur commun, c'est vous. Et la question, c'est qu'est-ce que vous faites qui fait que ces mariages ou ces préparations de mariage ou ces causes que vous faites n'aboutissent pas? Pas pour vous juger, pas pour vous dire je fais mal, c'est de ma faute, je suis une mauvaise personne, pas du tout. C'est juste pour analyser la situation et vous dire si vous faites partie de cette catégorie-là, vous pouvez continuer ainsi. Il n'y a aucun problème pour moi.
C'est juste de prendre conscience pourquoi vous agissez ainsi. Ça peut être la peur de l'engagement. Ça peut être la peur de se tromper. Ça peut être la peur que ça ne soit pas, entre guillemets, et je reviendrai dessus plus tard, la bonne personne. Ça peut être la peur du mariage tout court. Donc j'ai envie de me marier, je fais des causes, je trouve une prétendante qui me plaît, mais je fais en sorte que ça n'aboutisse pas. Et là, il faut que je me pose la question de pourquoi. Pourquoi je fais en sorte, même très inconsciemment, que ça n'aboutisse pas. Si c'est ainsi, c'est que il y a quelque chose d'autre, au-delà de ma volonté de me marier qui est sincère, il y a une autre volonté qui vient un peu de manière, qui crée une ambivalence. J'ai envie de me marier, mais j'ai envie aussi d'autre chose. Et les deux ne peuvent pas aller ensemble dans mon esprit. La chose que je désire le plus sera la chose où je vais faire ce qu'il faut pour pouvoir l'atteindre. Si je veux rester libre, totalement, dans mon idée que me marier va faire que je ne sois plus libre, et que la liberté, c'est la chose la plus importante pour moi, et je suis effrayé à l'idée de me marier, j'ai quand même envie de me marier, mais je vais rester célibataire. Si j'ai réellement envie de me marier, mais que la peur que ça se passe mal, ou la peur de divorcer pour certains, ou la peur qu'on ne s'entende pas, ou d'être trahi, pour ceux qui ont été trahis peut-être et qui peuvent avoir justement cette phobie d'être trahis, ou autre peur, prend le dessus, je vais continuer à faire des causes, je vais trouver des personnes qui me plaisent et à qui je vais plaire, mais ça ne se fera pas non plus. Encore une fois, vous ne devez pas vous juger en vous disant c'est bien ou c'est mal. Ce qui m'intéresse, c'est juste que vous puissiez analyser vos comportements si vous faites partie de si vous faites partie de ces personnes-là qui sont dans cette situation-là, ou si vous êtes une ou un proche d'une personne qui en fait partie. Car aujourd'hui, on entend beaucoup cette problématique de célibat, c'est un problème, c'est un fléau, c'est ceci, c'est cela. Mais en réalité, on n'analyse pas le problème comme il le faudrait. Il y a plein de facteurs qui font que le célibat est ce qu'il est aujourd'hui, et qui ne sont pas forcément que des facteurs personnels. Là, je me suis arrêté sur les 4 types, de manière à vous inviter à réfléchir et à analyser ce que vous vivez à l'intérieur. Mais il y a plein d'autres facteurs qui font que le célibat et le taux de célibat qui est assez fort aujourd'hui dans notre communauté et au sein de notre société, soit celui-ci. Notamment des facteurs sociologiques. Quand vous étudiez un peu la sociologie, vous vous rendez compte que c'est normal qu'il y ait autant de célibataires. Quand vous étudiez un peu ce qui se passe à l'intérieur des familles, ce qui s'est passé après, justement, les révolutions de 69 et l'immigration et les enfants des premières générations, il est normal qu'il y ait autant de célibats aujourd'hui. Quand vous voyez les priorités que nous mettons en avant par rapport au mariage, il est normal qu'il y ait autant de célibataires aujourd'hui. Donc il faut bien faire attention à ne pas tomber dans le piège de se juger ou de condamner, que ce soit nous-mêmes ou que ce soit les autres, et de ne pas tomber dans un autre piège qui est de simplifier la problématique en pensant que c'est juste à cause de ce facteur qu'on est dans cette situation. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Et l'idée, c'est qu'est-ce qui peut être mis en place pour pouvoir justement, en ayant compris tous ces facteurs qui font que nous soyons dans cette situation, comment répondre aux besoins des 3 catégories, et pas des 4. Parce qu'on a dit la première catégorie, on la laisse tranquille. La première catégorie des personnes qui choisissent d'être célibataires et qui sont bien en étant célibataires, et qui sont épanouis, qui font ce qu'ils ont envie de faire, dans le sens où soit ils travaillent, soit ils étudient, ou soit voilà, ils ne veulent pas se marier pour le moment, on les laisse tranquilles, on ne va pas les importuner. Et quelle que soit la catégorie dans laquelle vous faites partie, vous pouvez changer de catégorie à un moment donné. Vous pouvez très bien être épanoui dans votre célibat, puis à un moment donné, être moins épanoui, et les difficultés du célibat vont prendre peut-être le dessus. Wallahu a'la wa a'lam. On va essayer de prendre donc plus de temps pour les échanges. Si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions ou des choses que vous voulez amener, elles sont, Inch'Allah, les bienvenues. Barakallahu fikum.